À travers mes micro-aventures 100% énergie musculaire et l'éclairage d'experts, je vous invite à ouvrir les yeux sur le vivant, découvrir et s'émerveiller de ce qui nous entoure pour cohabiter et préserver la vie sous toutes ses formes. Voici l'engagement de Be The Change. Ce nouveau challenge, j'ai eu envie de le commencer par une nuit en bivouac, pour m'immerger encore plus au cœur du vivant, lâcher prise et déconnecter du quotidien pour vivre au rythme de la nature et m'imprégner de cette profonde énergie. Tellement heureuse de commencer ce 3e épisode avec ce moment précieux. Alors je vous propose de passer une journée pleinement connectée au moment présent et au vivant. Alors, let's go! Nous sommes au nord du bassin Gapençais, entre le Champsaur et le lac de Serponçon. Et aujourd'hui, c'est cadeau de commencer par ce petit vol tout en douceur. Cette magnifique falaise calcaire emblématique du territoire, c'est le chapeau de Napoléon. Napoléon Bonaparte en l'occurrence. Un superbe point de vue sur la première vallée que nous allons traverser, la vallée de la Luye. Yes! Trop bon! Et allez, on fait le bazar! Bon, une grosse journée qui s'annonce. On commence avec 32 km de VTT et 1000 mètres de dénivelé positif. Premier stop à la ferme de Christelle. Your horses, it's too cold to read. Face expressions that mean nothing. Dip your sadness in this bowl till you feel mine and changes in your body. Dans cette vallée, l'agriculture est plutôt tournée vers la viande, le lait, les fromages, les œufs, mais aussi les fleurs ou le miel. C'est juste génial de connaître toute l'histoire d'un produit, depuis l'herbe que les brebis ont mangée jusqu'à la livraison du pot de yaourt. Alors Christelle, je me régale avec tes yaourts. Tu produis tout en bio de A à Z, que ce soit tes fromages, tes yaourts, c'est ça? Ouais, je produis non seulement c'est en fermier, c'est-à-dire que je produis tout à partir de mon lait, exclusivement de mon lait. J'en vends absolument pas, il me faut tout pour produire, donc mes yaourts, mes fromages. Et en plus de ça, je produis aussi tout ce qu'il faut pour l'alimentation de mes brebis. C'est-à-dire que je pars du labour, les céréales, le foin, l'herbe, la culture aussi d'herbe pour les brebis, la luzerne, tout ce qu'on peut trouver dans l'alimentation de mes brebis. Et après, tu transformes aussi. Et après, je transforme. Après, je trais et après, je transforme. Voilà. Et tu vas jusque... Tu fais les marchés, tu as le contact en direct aussi avec... C'est ça. L'idée, quand je me suis installée, c'était de pouvoir maîtriser la totalité de mon produit, déjà d'arriver à un produit fini, parce que l'idée, c'était pas seulement d'être agriculteur, c'était aussi d'arriver jusqu'au plaisir des clients, ce que tu pouvais vraiment concrétiser. Et puis, donc, il fallait forcément aller jusqu'à la vente, et puis les circuits courts d'abord, les magasins, et puis la vente directe, évidemment, puisque là, tu as vraiment le ressenti, tu as vraiment tout ce que les gens peuvent te donner comme retour. Donc, je vais de l'élevage, la production pour l'élevage, la traite, la transformation et la vente. Parle de cette proximité avec la montagne, avec la nature, tu as quand même une relation, une connexion particulière. C'est un privilège pour moi quand même ça. Alors même si le métier est difficile, je me dis, c'est quand même chouette, c'est un cycle, tous les ans on recommence, mais tous les ans c'est différent.
Donc on est responsable aussi de ce qu'on fait, de ce qu'on prend à la terre et de ce qu'on lui rend. Et donc j'essaye de travailler et de réfléchir toujours dans cette dynamique. J'entretiens, je coupe mes arbres mais pas tout, je laisse du milieu pour la faune sauvage. Tu vis au cœur de la montagne, au cœur de la nature, donc voilà, moi c'est ce qui fait sens d'élever mes enfants ici. Et donc j'essaye dans mes produits, déjà dans la qualité de mes produits, dans tout ce que je peux ajouter aussi, parce que je fais des produits qui sont assez authentiques et puis des produits assez gourmands. Tout ce que je peux ajouter, j'essaie de faire en sorte que ce soit le plus éco-responsable possible, le plus local possible et le plus simple possible pour le consommateur. Et toujours dans la même idée que voilà, il faut se connecter le plus possible à la nature, à ce qu'elle nous donne, à ce qu'on lui rend, et puis essayer d'être le plus humble possible et d'avoir le moins d'impact possible. Tu as suivi ta voie et bravo parce que c'est beau, une production comme ça de A à Z, d'avoir ce contact-là avec toi, de pouvoir toute cette dynamique. Là, je te rends ce pot. Ouais, merci. Ouais, bravo pour ces produits, bravo pour toute cette belle production, c'est top. C'est reparti direction le sud et les vignes de Marc Tournière, un autre producteur engagé et passionnant. Ça, c'est la vallée de l'Avance, la deuxième que nous allons traverser. Moins exploitée et plus sauvage, elle attire malgré tout des milliers de visiteurs chaque année, et de pèlerins. Et oui, le sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot est mondialement connu. Après pas moins de 50 ans d'apparition de la Vierge Marie, on peut comprendre qu'il soit devenu un haut lieu spirituel. Et voilà la troisième vallée, avec ses fruits, ses vins, ses 3 lacs et plein d'autres trésors que nous offre Dame Nature, dont sa précieuse Durance. Son eau fait vivre toute une vallée, jusqu'à la Provence et la Méditerranée. C'est cette même eau qui sculpte depuis des milliers d'années ces magnifiques cheminées de fées et qui irrigue nos terres et nos vergers. On dit qu'elle est renouvelable, mais en fait, elle tourne en boucle. Comme un messager transgénérationnel, elle récupère sur son chemin des minéraux et les molécules que nous lui léguons. Les pouvoirs de l'eau, source de vie, Marc les connaît bien puisqu'il a pour ambition de prendre soin de ses vignes en biodynamie. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Commençons déjà par le début. Ça, c'est pour la suite. Là, je prends déjà. Merci. Ça sera le petit ravito. Voilà, c'est pour la suite génial. des événements. Je suis en bio depuis pas mal d'années maintenant. Donc, ce qui veut dire bio, c'est pas de désherbant. Donc, il y a beaucoup de travail du sol. Donc là, on voit, il y a de l'herbe qui a repoussé. Ouais. Donc, il faut repasser la machine, repréparer. Je fais des semis d'automne pour faire de l'engrais vert. Donc, dans mes parcelles où je trouve que le terrain est un peu compacté. Je commence à voir vraiment les bénéfices. Ça fait, pour des parcelles, ça fait depuis 2013. Okay. Donc c'est un travail à long terme. Et là, on commence à voir les effets, au niveau du sol. Des sols qui changent, des sols qui sont plus vivants, plein de choses qui changent. Et je vois ma vigne de plus en plus belle, quoi. Et ça me conforte dans mon choix et dans mon choix de travail et dans mes idées, quoi. Toute la matière que j'amène, c'est de la nourriture pour mon sol. Toute cette céréale qui est aplatie, qui est sèche, c'est de la nourriture pour les vers de terre, pour toute la vie qu'il y a dans le sol. Et un sol, si on n'y donne rien, il va sécher, il va se compacter. C'est comme nous, on ne vit pas au milieu du désert. Il faut qu'on ait un habitat, il faut qu'on ait... Et ça, c'est l'habitat pour toutes les espèces qu'il y a, tout ce qu'il doit y avoir dans un sol. C'est ce qu'on appelle un sol vivant. Et je pense l'arrêt des produits chimiques déjà en partie, l'arrêt des désherbants, ça y contribue. L'agriculture, elle existait avant la chimie. Tout ce que je fais, c'est un peu des essais, entre guillemets, parce que c'est long, chaque fois c'est une année. C'est pas comme un boulanger qui loupe sa fournée et il reprend le lendemain et il peut la réussir. L'agriculture, c'est à long terme, surtout la vigne parce que c'est une culture pérenne. Donc c'est des années, et chaque fois c'est un an.
Donc mais c'est ça qui est intéressant. Pour moi, c'est super intéressant de voir une vigne que tu as vue toute petite, tu plantes un bâton, tu sais même pas si ça va pousser parce que c'est un bâton sec. Et après, tu vois que ça pousse comme ça. Bon, tu te dis, j'ai fait ce qu'il fallait, quoi. Et pour moi, les vignes, c'est comme les enfants. Il y a beaucoup de travail au début. Il faut un tuteur, comme on voit là. C'est super important. Et quand tu as bien fait ton travail au début, et après tu vois qu'ils s'épanouissent et qu'ils grandissent et qu'ils vont dans le droit chemin. Si en 3 mots, en quelques mots, tu devais toi donner ta conception d'une production bio, mais en tout cas d'une production de la manière dont tu l'aperçois, tu dirais C'est une alimentation. Une production, elle est destinée à nourrir et pas plus. Il faut que ça reprenne la place que ça doit avoir. Il ne faut pas avoir des prix exorbitants comme on voit, des choses qui dérapent. Il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à des choses simples. Merci Marc, super chouette. Merci à toi. Merci à toi pour tout ça. C'est reparti direction la Durance, avec un combo atypique qui promet d'être épique. Une belle découverte en tout cas, le Packraft plus Gravel. Un concept que j'ai trouvé fascinant. Alors égal à moi-même, j'ai pas pu m'empêcher de tester. On embarque donc avec Aurélien, chasseur de rivières sauvages, pour aller ressentir la vibration de la forêt des cassettes. Aurélien, du coup, à travers ton association Destination Rivière, tu emmènes en fait les gens à la découverte des dernières rivières sauvages. Pourquoi est-ce que tu dis ça en fait, les dernières ? En fait, il faut savoir que depuis le Moyen-Âge, en Europe, on a beaucoup anthropisé, on a beaucoup aménagé les milieux naturels et les rivières en particulier. Les rivières, il faut savoir que à partir du Moyen-Âge, on les a drainés, on les a asséchés, enfin les bords des rivières, on les a drainés, on les a asséchés pour que l'agriculture puisse s'installer à la place des zones humides. Ensuite, on a fait des digues le long des rivières pour que les inondations n'arrachent pas des terres agricoles, des routes, etc. Et puis, plus tard, on a fait des barrages pour exploiter l'hydroélectricité. Comme ici. Voilà, l'hydroélectricité, faire de l'irrigation. Et donc moi, je m'intéresse aux rivières sauvages, donc à celles qui ont échappé à ces mouvements-là. Il y en a un petit peu dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, notamment en Laponie, parce qu'il y a des très faibles densités de population. Et puis il y en a un tout petit peu dans le reste de l'Europe, ça se compte sur les doigts de la main, un petit peu dans les Balkans, et puis un petit peu en Italie. Et c'est vraiment ça les rivières sur lesquelles je vais avec plaisir, parce que, on fait un voyage dans le temps en fait. Ça c'est chouette. La Durance là, c'est pas du tout une rivière sauvage, donc qu'est-ce qui te passionne autant à être ici ? En fait, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment cette forêt, la forêt des cassettes qu'on traverse là, qui me passionne. En fait, quand on rentre là-dedans, moi, je trouve que c'est un peu une parenthèse enchantée, quoi. On est sous la voûte, comme on est là, comme on va être pour quelques minutes encore, face à cette nature un peu luxuriante, avec un côté un petit peu virginal. Donc ça, moi, je me sens vraiment bien ici. Cette exploration au fil de l'eau est en effet surprenante. Elle nous fait voyager avec ces traces et ces chantiers de castors qu'on ne s'attend pas à voir ici. On a l'impression d'être dans une nature vierge, encore une fois, alors qu'on est dans une zone extrêmement aménagée, puisque le débit est régulé, il n'y a jamais de crue ici parce que c'est le barrage qui régule, et 95% de l'eau de la Durance passe dans le canal en fait. Donc il y a un paradoxe finalement entre le sentiment qu'on a ici et puis la réalité des choses. Et même si je vais plus loin, on imagine que cette forêt-là, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas de barrage. Parce que sans barrage, il y aurait des crues régulières et les bois ne pousseraient pas comme ça en fait, parce qu'ils seraient embarqués par les crues assez régulièrement. Il faut imaginer qu'ici, il y a 30 ans, c'était une carrière. En fait, la forêt des cassettes, c'était une carrière. Donc on imagine, la végétation était rase et il y avait des machines qui extrayaient en fait des granulats. Et en 30 ans, la végétation a repris le dessus. Cette zone, elle s'est renaturée en fait. Et la nature reprend un peu. Voilà, la nature a repris ses droits. Mais en fait, ça, pour faire un petit jeu de mots, c'est l'arbre qui cache la forêt à l'échelle française et européenne. Parce qu'en France, on artificialise en fait les territoires. On ne renature pas du tout. Là, il faut se dire qu'il y a 10 mètres carrés par seconde qui sont artificialisés en France, de terrains naturels ou agricoles qui sont artificialisés.
cette forêt, en fait, elle interroge un petit peu notre rapport à la nature, au sauvage, etc. C'est ça que j'aime bien ici, quoi. Bon Aurélien, merci beaucoup. Je te le confie, j'en ai déjà assez sur le dos pour continuer, mais je comprends, ouais. merci. Et puis, bonne route, bonne continuation. À une prochaine. Ouais, ça marche. Merci. Allez. Ciao. Bye bye. Ça y est, on quitte les terres agricoles et urbanisées et on va pouvoir s'immerger dans une partie plus sauvage pour toute la fin du parcours. L'essentiel, c'est aussi ces moments privilégiés de partage, de rencontre et d'écoute. Je ressens leur enthousiasme, leur passion et leur détermination au plus profond de moi, comme une vague d'énergie positive. Et elle tombe bien cette vague, car notre périple n'est pas fini, alors on va la surfer jusqu'au bout. C'est super fun ce gravel, mais là ça va être la course contre la montre avec le soleil pour l'attraper avant qu'il se couche. Alors il va falloir accélérer un peu. Les lumières du soir sont fabuleuses et cette forêt l'est tout autant. C'est un site préservé, classé Natura 2000. Car ici, comme partout ailleurs, la biodiversité mérite d'être protégée. Encore une journée incroyable qui m'a amené à découvrir de nouveaux spots, de nouveaux sports, de nouvelles activités, de nouvelles personnes. Ça donne juste envie de rester immergé dans le vivant. Alors on va finir sur un bivouac comme on a commencé la journée. Et puis je vous dis, bonne micro-aventure à vous. Ok, on vous a pas tout montré, mais on s'est bien marré. Je vous invite à me laisser vos commentaires et à partager vos micro-aventures sur mes réseaux sociaux, ainsi qu'à visionner les autres épisodes et les interviews complètes sur mon site internet. Mais là tout de suite, il est temps d'éteindre vos écrans et d'aller explorer autour de chez vous. Bonne immersion et à très vite!